Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter le meurtre non élucidé de Michelle Even. Alors, restez là. Cette histoire se déroule en France, dans le département de la Moselle, et plus précisément dans la commune de Bennestroff. Nous sommes le samedi 9 mars 1991, il est midi 10, et Hervé Eden se fait déposer devant chez lui par son collègue de travail et également son beau-frère, Gilbert. Hervé sonne, mais sa femme ne lui ouvre pas la porte. Étrange. Alors, il remarque que la fenêtre de la cuisine est ouverte, et en se penchant pour regarder à l'intérieur, il trouve le corps de sa femme, gisant sur le sol de sa cuisine, du sang partout et un couteau planté dans le dos. Ces cris alertent Gilbert, qui vient à sa rescousse. Ils appellent la police. On n'a pas énormément d'infos sur Michelle, on sait qu'elle est née en 1966 et qu'elle avait 24 ans au moment de son meurtre. On sait aussi qu'elle a 2 frères, Gilbert et Dominique. Elle est employée dans une fabrique de tuyaux en plastique. Elle rencontre Hervé 2 ans plus tôt dans un café et ils tombent amoureux. Coïncidence, Gilbert, le frère de Michelle, travaille en fait avec Hervé. Ils sont tous 2 menuisiers dans une fabrique de cercueils. Depuis peu, ils se sont mariés et très récemment, Michelle a appris qu'elle était enceinte. Michelle a reçu 51 coups de couteau. Elle a été égorgée et poignardée. L'arme du crime est un couteau provenant de la cuisine du couple. Son crâne a également été enfoncé avec une bûche en bois. Les gendarmes présents sur place ne protègent pas la scène de crime. Le magistrat de permanence ne demande pas de médecin légiste et confie les constatations au médecin du village. Ce médecin ne prendra pas la température du corps. Résultat, il sera impossible de déterminer l'heure de la mort de Michelle. Ce qui aurait pu grandement nous aider dans cette enquête, vous allez le voir. Une empreinte est relevée sur le manche du couteau et des traces de sang relevées également dans le siphon de la baignoire. Enfin, il n'y a aucune trace de violence sexuelle sur le corps de Michelle. Il n'y a pas non plus de traces d'effraction, mais on se rappelle que la fenêtre était ouverte. Madame Gertrude Kremer est la voisine du dessus de chez Michelle et Hervé. Elle a été réveillée cette nuit-là par des cris de femme et elle a regardé son réveil, il était 6h05. Alors elle est descendue frapper à la porte de ses voisins pour leur demander si tout allait bien. Une voix masculine lui a répondu « Oui, tout va bien », ce qui a rassuré Gertrude. Elle est donc retournée se coucher et a encore une fois regardé l'heure sur son réveil. Il était cette fois 6h15. Le mari Hervé est interrogé, tout comme les proches de Michelle. On lui demande qui aurait pu en vouloir à sa femme ou encore si elle avait un amant. Hervé est catégorique à ce sujet, sa femme n'avait pas d'amant. Par contre, depuis plusieurs mois, il subissait un harcèlement et avait porté plainte contre X à 2 reprises. Leur voiture, une Peugeot 205, a été vandalisée 3 mois auparavant sur le parking du boulot de Michelle, radiateur percé, pneus crevés et feu arrière cassé. Mais aussi, 3 jours avant le meurtre de Michelle, sur le parking du boulot d'Hervé cette fois. Il expliquera que le seul problème récent qu'il a eu avec autrui était son garagiste. Cette personne a vendu une voiture avec un compteur trafiqué au couple. Le moteur a très rapidement lâché, l'affaire est passée au tribunal et le garagiste a perdu et a dû indemniser Michelle et Hervé. Selon Hervé, il avait assez mal pris la situation et en plus, le fils du garagiste aurait essayé à maintes reprises de draguer Michelle, qui a pourtant toujours repoussé ses avances. Les enquêteurs interrogent donc ces personnes qui déclarent que ce matin-là, ils étaient ensemble au domicile et qu'ils n'ont pas bougé. Je tiens à préciser que les investigations sur eux n'iront pas plus loin. Les proches de Michelle vont quant à eux expliquer à la police que c'était assez tendu dans le couple. Hervé supportait mal l'autoritarisme de Michelle et 4 jours avant le drame, ils ont eu une violente dispute, sous les yeux du frère de Michelle, et Hervé a jeté et brisé la télécommande de la télé. Alors, un scénario commence à germer dans la tête de la police et le 19 mars, soit 10 jours après la mort de sa femme, Hervé est placé en garde à vue à la gendarmerie de Metz. Il nie tout en bloc. Il n'a rien fait, il était au travail. Mais la police pense que la voisine a interverti les aiguilles de son réveil, qu'il n'était pas 6h05, mais 1h30. À 1h30, Hervé était chez lui, mais à 6h05, il était déjà au travail, il a pointé avec son beau-frère à 5h53. Madame Kremer prend des calmants pour dormir. Soit.
Mais elle a toujours été catégorique sur l'heure et sa version n'a jamais varié. Alors pourquoi mettre ainsi sa parole en doute ? D'autant plus que c'est impossible à vérifier, puisque souvenez-vous, on n'a pas l'heure de la mort. Donc même s'il continue à nier et que la police n'a aucune preuve contre lui, Hervé Even, après 48 heures de garde à vue, sera inculpé pour le meurtre et incarcéré. Son avocat demandera sa remise en liberté en l'attente de son procès, qu'il obtiendra. Hervé sortira de détention le 18 avril, soit un mois plus tard. Son procès débutera le 25 avril 1996, 5 ans après. Les parents de Michel, qui soutenaient Hervé au début de l'enquête, se sont peu à peu ravisés. Ils dénoncent une attitude étrange depuis le meurtre de Michel. Exemple, il a passé 1 mois à manger chez eux, sans jamais évoquer une seule fois Michel. Et il avait, selon eux, pas l'air triste. Ensuite, ils se sont disputés chez le notaire lors du partage des biens. Gertrude Kremer, âgée de 73 ans maintenant, quant à elle, viendra confirmer la version qu'elle a toujours tenue et les horaires de 6h05 et 6h15. Elle précisera également à la cour qu'elle avait et qu'elle a toujours toute sa tête. 3 jours après le début du procès, un appel anonyme dénoncera un ex-ami de Michel, mais la cour ne donnera pas suite à cette dénonciation. Le 30 mars 1996, Hervé est acquitté et le dossier du meurtre de Michel est clôturé. Nous sommes maintenant en 2015, 24 ans après le meurtre de Michel. Le procureur de Metz décide la réouverture du dossier. Alors, pour quelle raison ? La police a réussi à faire un rapprochement entre un homme qui vient d'être condamné pour des dégradations sur un véhicule et celle perpétrée sur la voiture du couple Even en 1991. Alors, vous me direz, les dégradations sur une voiture restent similaires de l'une à l'autre. Mais là où ça devient étrange, c'est que cet homme connaissait le couple Even. Cet individu a 57 ans. Il est marié. C'est un ancien gendarme. Il habite dans un village proche de Ménestrov et il a commis ces dégradations pour soi-disant attirer l'attention d'une collègue de travail. Il est connu dans le village comme étant un fouineur qui fait le tour des maisons au petit matin. De plus en plus étrange tout ça. Il est donc interrogé et le matin du samedi 9 mars 1991, il était chez lui avec sa femme. Il est parti travailler à 7h30. Les vérifications n'iront pas vraiment plus loin. Les investigations sur lui dureront quand même 1 année, mais on trouvera rien de plus. Le dossier sera refermé de nouveau en décembre 2016. On se retrouve aujourd'hui, 33 ans après le meurtre de Michel. Le dossier est clôturé. Les scellés ont été détruits. L'empreinte retrouvée sur le couteau était incomplète. Elle n'a pas pu être exploitée. La voisine, Madame Kremer, est décédée. Il devient compliqué de vérifier les alibis et emplois du temps des nouveaux protagonistes de ce dossier. Alors, à moins que le meurtrier avoue, ce qui paraît plutôt mal barré, il paraît très compliqué de pouvoir résoudre un jour l'horrible meurtre de Michel. Même si on n'a absolument jamais eu d'indice grave et concordant contre Hervé, et que c'est bien pour ça qu'il a été acquitté, et j'ai même envie de dire bien heureusement d'ailleurs, j'ai personnellement moi aussi un doute sur Hervé. Pour un détail en particulier, il sonne chez lui. Désolé, mais c'est chez toi. T'es bien censé avoir les clés, que ta femme soit là ou non, ou qu'elle réponde ou pas. Tu mets les clés dans la serrure et tu rentres. S'il avait fait ça, le frère de Michel serait directement reparti, et il aurait été seul à découvrir le corps. Là, il avait son témoin, et pas des moindres. Et le fait de pinailler, à sonner, attendre, s'apercevoir que la fenêtre est ouverte, tout ça en restant à l'extérieur de la maison, ça a finalement fait rester Gilbert. Bon, vous avez compris le principe, pour moi ça fait un peu mise en scène tout ça. Alors, si la police avait vu juste que la voisine s'était trompée, que se serait-il passé ? Eh bien, il y aurait eu une violente dispute avec Michel, imaginons qu'elle avait un amant et qu'il l'avait découvert. Ça l'aurait mis dans une rage telle qu'il aurait pu commettre ce geste abominable. À 1h30, la voisine vient sonner et demander si tout va bien. Il est déstabilisé. Un témoin auditif ? Alors, pour noyer le poisson, il met en place une stratégie pour avoir de son côté un témoin visuel pour le disculper. Et comme c'est son beau-frère qui vient le chercher demain matin, il suffit de laisser Michel là où elle est dans la cuisine, d'ouvrir la fenêtre et surtout d'oublier volontairement ses clés. On rappelle que Michel a quand même été tué de 51 coups de couteau, ce qui démontre une certaine passion. Et puis, le couteau, c'était le couteau de leur cuisine. On ne peut pas douter du fait que quelqu'un en voulait au couple. Leur voiture en a fait les frais à 2 reprises, dépôt de plainte à l'appui. Alors, est-ce que les dégradations sur la voiture étaient des avertissements et le meurtre la sentence finale ? Si c'est bien le stalker qui a tué Michel, il n'y a pas 36 solutions. Soit le garagiste,
qui est la seule personne qui a eu un litige récent avec le couple, selon Hervé, mais bon, tué pour avoir perdu un procès, voilà. Soit une personne à qui Michel ou Hervé devaient de l'argent. Soit un proche, famille ou ami, jaloux du couple, ou avec qui ils auraient eu un litige ou une dispute. Ou alors une connaissance, comme cet homme qui a été interrogé en 2015 et qui est quand même très bizarre. Bref, c'est forcément quelqu'un qui connaissait Michel et Hervé et qui les épiait afin de savoir à quel moment et où saccager leur voiture sans se faire choper. Donc ce matin-là, il observe de loin la maison du couple, il voit une voiture arriver et le mari partir en tenue de travail. Il constate que la fenêtre de la cuisine est ouverte et, par opportunité, trouve que c'est le bon moment pour activer la phase finale de sa vengeance. On sait qu'il n'y avait soi-disant pas d'amant dans cette équation, c'est ce que le mari a déclaré, comment pouvait-il en être si certain? Bref, ça c'est un autre débat. 51 coups de couteau, ça laisse une forte probabilité de meurtre passionnel. Et vu que son mari a été acquitté, si ce n'est pas lui, c'est qui? Un amant qui aurait eu intérêt à faire disparaître sa maîtresse, mais aussi l'enfant qu'elle portait, qui pouvait être potentiellement le sien, et ainsi révéler aux yeux du monde la tromperie. Donc, Hervé part au travail ce matin-là, à 5h45, comme on le sait, Michel dort encore. L'amant, bien au courant de l'emploi du temps d'Hervé, attend qu'il parte pour aller sonner chez Michel et avoir une explication. Il ne vient pas dans le but de la tuer, puisqu'il n'a pas d'arme sur lui. Mais une dispute éclate, la situation dégénère, et il finit par prendre un couteau, commencer à lui asséner ses 51 fameux coups. Mais il est interrompu à 6h05 par la voisine qui vient frapper, et qui demande si tout va bien. Oui, tout va bien. Un peu stressé quand même. Mais il entend la voisine faire demi-tour et rentrer chez elle. Après s'être assuré que Michel ne bouge plus, et que la voisine est bien rentrée, il prend la fuite. Si cette relation était secrète, ce qui est un peu le b.a.-ba de l'adultère, et on se rappelle qu'Hervé n'avait aucun doute sur la fidélité de son épouse, et si personne n'a essayé de creuser un peu plus de ce côté-là à l'époque, c'est pas aujourd'hui, après avoir commis, j'ai envie de dire, le meurtre parfait, que cette personne va se manifester. Alors, quelle théorie vous a le plus convaincu? Théorie 1, le mari. Théorie 2, le stalker. Théorie 3, l'amant. Ou théorie 4, la vôtre. Et si vous avez votre propre théorie, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Pour voter, c'est très simple. Rendez-vous tout de suite dans l'onglet communauté de ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour un nouveau Cold Case.